Je suis Marine-Claude, je suis la coordinatrice de ce prix littéraire pour France Culture. Et voilà, je suis vraiment ravie de vous rencontrer. J'espère que voilà, vous avez plein de questions à poser à Thomas Günzig. Et puis, écoutez, sans plus attendre, je vais... Marie, je ne sais pas si vous voulez initier la rencontre. Je initie. Allez, c'est parti. Bonne rencontre à toutes et à tous. Alors, je voulais vous remercier d'être venu, mais surtout remercier à Thomas Günzig d'être venu à notre rencontre après s'être levé très tôt ce matin en provenance directe de Bruxelles. Donc, c'est le plus fatigué de nous tous et en plus, on va le soumettre à la question. Donc, vous allez repartir en piètre état. On est d'autant plus content qu'on a lu, pour la plupart d'entre nous, on a lu votre roman, on en a parlé. Donc pour nous, vous êtes l'auteur d'un seul roman, qui est Rocky Dernier Rivage, mais qu'on a vraiment bien lu. Mais en fait, ce n'est pas vrai, vous avez écrit d'autres choses. Vous avez une très très riche bibliographie, si j'en crois Wikipédia. Faut-il le croire, je ne sais pas. Vous me direz s'il y a des livres apocryphes qui se sont glissés dedans. Mais voilà, vous avez écrit déjà 10 romans. Le premier, c'était La mort d'un parfait bilingue en 2001, qui avait reçu le prix Victor Rossel. Vous avez écrit 11 recueils de nouvelles, dont le tout premier était Situation instable, penchant vers le mois d'août, en 93. 3 romans jeunesse, un scénario qui a été présenté à Cannes. Un scénario de BD, 6 pièces de théâtre, dont l'une, Les origines de la vie, a été même mise en scène par un de nos collègues de l'Université de Nancy, Gilles Le Serrois, que peut-être certains des étudiants connaissent, qui l'avait mis en scène en 2016. Donc il y a même déjà des liens qui s'étaient tissés entre l'Université de Lorraine et vous. Donc voilà, une bibliographie très riche. Alors nous, on s'est limité pour l'instant à Rocky, mais on va être très content d'en reparler. Et puis, je voulais remercier aussi Marine-Claude de France Culture de nous avoir sollicité parce que ça a été l'occasion de faire quelque chose dont on se rend compte qu'on ne le fait quasiment jamais alors qu'on est en fac des lettres, c'est de se rencontrer entre étudiants et enseignants, de discuter des textes de manière libre, spontanée, en pouvant dire si on a lu ou pas lu déjà, sans craindre l'opprobre ou le reproche. Enfin voilà, ça a permis vraiment des échanges entre nous qu'on n'a pas habituellement et dont on se dit qu'on devrait les avoir habituellement. Donc voilà, grand merci à vous Marine d'avoir vraiment promu le prix de manière constante. Donc on s'est dit qu'il fallait répondre présent. Et puis la bibliothèque aussi de Nancy a très très vite répondu oui, parce que tout ça se fait assez vite en fait, c'est une organisation quand on n'est pas habitué, il faut vite se préparer, donc voilà. Ça s'est fait de manière très simple et puis très vivante. Donc on a beaucoup discuté de votre texte autour de petits gâteaux fabriqués par certaines étudiantes très, très fortes en cuisine. Donc ça a permis de révéler aussi des talents culinaires et pas seulement littéraires. Et on s'est posé plein de questions, donc je vais juste en répertorier quelques-unes, mais pas forcément pour que vous y répondiez tout de suite. Et puis, de toute façon, je ne vais pas dire les principales qui ont émergé pour pas empiéter sur vos propres questions, mais on s'est posé des questions de lettreux, genre c'est quel genre auquel ça appartient, est-ce qu'on peut dire que c'est une robinsonnade, alors que bon, finalement, la robinsonnade elle est mise complètement à bas par le fait que vos personnages sont saturés d'objets, donc toute la question de la survivance n'existe pas. La survie matérielle en tout cas, la survie psychique un petit peu plus, mais la survie matérielle n'est jamais en jeu, au moins pour les 95% du roman, et c'est même cette survie matérielle qui est presque l'enjeu du texte, mais dans un autre sens, c'est que le débordement de matière est sans doute ce qui crée le problème, le débordement de choses, la sursaturation. C'est ça le problème et c'est pas le manque, contrairement aux robinsonnades classiques. Donc voilà, donc on s'est interrogé, est-ce qu'on peut l'appeler quand même une robinsonnade ou pas, est-ce que c'est un huis clos, est-ce que c'est un récit de confinement, comment est-ce qu'on va désigner ce texte. On s'est posé des questions sur l'intention politique du texte, s'il y en avait une première ou pas dans votre texte, il y avait vraiment l'idée l'idée qui ressort de la lecture, c'est que dans le fond il faudrait tout brûler. Bon, est-ce vraiment votre idée? Voilà, ou celle des personnages, peut-être seulement. Il y a eu plein de questions émergées sur les personnages, on a débattu du traitement des personnages, etc. Donc ça, je laisserai les unes et les autres dire un peu ce que vous en avez pensé.
Et puis, enfin voilà, donc ça a été l'occasion de vraiment de discuter très librement, très ouvertement autour de votre texte. Donc on en est voilà, très contents, c'était riche, merci beaucoup. Et moi, je voulais juste vous adresser une première question pour ouvrir le bal. C'est que je me demandais ce que ça faisait enfin, si ça changeait un petit peu quelque chose, toutes ces rencontres que vous faites avec les étudiants, parce que vous n'en êtes pas du tout à la première. Là, le prix du roman France Culture, c'est un agenda assez incroyable de rencontres avec plein d'étudiants dans toutes les facs de France. Et je me demandais si vous aviez senti une différence par rapport aux échanges que vous avez avec vos... Je sais pas si vous avez un lectorat habituel, un lectorat qui vous suit, j'ai l'impression qu'il y en a, et si ça change un petit peu là d'être face à un public plus jeune, enfin peut-être plus jeune que votre lectorat, j'en sais rien, et étudiant, si ça modifie la perception du roman, les manières de lire, les questions adressées, les critiques ou les compliments qui sont faits, voilà, si ça, ce que ça vous fait. Ok. Ah ben d'abord, bonjour à toutes et tous. Vous êtes nombreux, fallait pas dire qu'ils n'étaient pas nombreux, parce que j'ai fait d'autres rencontres dans d'autres universités, ils étaient vachement moins nombreux. Donc c'est super gai de vous voir là, à Nancy, avec une belle lumière, donc c'est vraiment chouette. C'est vrai que je me suis levé un peu tôt. D'habitude, les rencontres avaient lieu le soir, alors au niveau du métabolisme, c'est différent. Là, je viens de me lever, donc je vais essayer quand même essayer d'être clair et dans ce que je dis. Si je ne le suis pas, n'hésitez pas à vous manifester. Alors, oui, alors effectivement, j'ai fait un certain nombre de rencontres maintenant, que ce soit des rencontres virtuelles. Ça, c'est horrible, les rencontres virtuelles, c'est l'impression de parler à mes... Oui, bah, j'imagine. Et puis des rencontres comme maintenant. Alors, c'est vrai que c'est tout à fait différent des rencontres que je peux faire habituellement, par exemple en librairie ou dans voilà, des salles de spectacle ou des choses comme ça. Dans les rencontres que je fais habituellement, évidemment, les gens que je vois ou qui viennent sont là parce qu'ils ont lu ce roman-là ou d'autres et qui me connaissent et qui m'aiment bien. Voilà. Ici, c'est un public qui est différent, c'est-à-dire c'est presque une lecture qui vous est imposée parce que vous vous êtes inscrit à ce prix en tant que juré, sans forcément savoir les livres qui allaient être proposés, et donc vous recevez ces 5 romans à lire, et donc c'est une lecture qui vous est imposée, qui n'est pas nécessairement une lecture qui est de votre goût, et alors ça c'est assez étonnant, et c'est-à-dire que je peux avoir des réactions de gens qui vraiment ont lu et n'ont pas aimé pour telle ou telle raison. Et c'est déstabilisant, à vrai dire, parce que je pense que les auteurs, les autrices, mes collègues avec qui il m'arrive de parler, mes collègues auteurs, autrices, ne sont pas habitués à ça. On est habitué plutôt à recevoir des tas de compliments comme ça, et à dire oh, merci beaucoup, c'est très gentil, et puis avoir une discussion avec un public acquis. Ce qui n'est pas du tout en fait le cas ici. En plus, il y a une franchise qui est peut-être le propre de la jeunesse qu'on perd malheureusement après en vieillissant avec les épreuves de la vie, tout ça, la fatigue. Là, vous y allez cash, quoi, comme ça. Alors, ouais, c'est surprenant, quoi. Et à la fois c'est surprenant et à la fois c'est passionnant parce que ça nous force. Je pense, moi, et puis aussi les autres qui sont dans le prix, peut-être les autres qui ont été dans le prix les autres années, ça nous force à réfléchir et à envisager ce qu'on a écrit de manière totalement inattendue, en tout cas de manière dans des voies et dans des axes qu'on n'avait pas du tout envisagés. C'est comme si on avait vraiment une prise directe avec oui, voilà, un lectorat qui ne nous est pas du tout acquis, et qui peut très bien ne pas aimer du tout, ou aimer, et alors ça c'est très gai. Et voilà, il faut accepter ça. Ça rejoint l'idée que lorsqu'on publie un livre, qu'on a la prétention d'estimer qu'il est suffisamment bon que pour valoir 20 € et demander aux lecteurs, aux lectrices un certain nombre d'heures et de jours de lecture, eh bien... le lectorat a le droit d'être juge, voilà, et qu'il faut accepter ça. Voilà. Donc, ça nous rend modeste, ça nous fait réfléchir,
Et en ce sens, c'est une expérience plutôt positive. Pourquoi j'ai dit plutôt? C'était le mot qui n'était pas nécessaire. C'est une expérience positive. Voilà. C'est peut-être une anticipation de ce qui va suivre. Non mais maintenant ça va, j'ai fait quelques rencontres et je sais, alors quelquefois on est en confiance, bang, il y a une question qui arrive. Voilà. Mais bah donc voilà, maintenant je suis prêt. Et donc le déroulé de la rencontre, c'est vous avez préparé des choses, c'est ça? Et ben alors, c'est ça qu'on va faire. Allons-y, je suis à vous pour l'heure qui vient. Je peux passer, non? Ouais. Bien. Je sais pas trop comment on s'en sert. Hein. Ça devrait aller. Alors du coup, je vais rester sur votre roman Rocky Dernier Rivage. Sur la question des personnages, qui sont quand même particulièrement détestables. Pardon. Merci. Comment est-ce que vous les avez imaginés? Est-ce que vous tirez ça d'expérience personnelle, ce qui serait dommage pour des gens desquels les personnages sont tirés, mais est-ce qu'il y a des inspirations personnelles? Est-ce que c'est tout droit de votre imagination? Bah, l'imagination se constitue, s'élabore, se forme à partir forcément d'expériences personnelles. L'imagination, c'est la floraison d'images, de personnages, de situations issues de rencontres et d'expériences personnelles. Dans la mesure où je suis plus très jeune, malheureusement, pas encore vieux, mais plus jeune, il m'est arrivé de rencontrer beaucoup de monde dans ma vie, et puis des gens comme ça. J'ai même parmi mes amis des gens qui sont un peu comme ça, c'est-à-dire des gens qui sont dans une véritable aisance matérielle et pour qui cette aisance matérielle donne sur le monde un regard particulier qui est un regard de surplomb. C'est-à-dire que le monde apparaît pour eux comme un terrain de jeu, une ressource inépuisable. Ce sont des gens pour qui le monde, à la fois la nature, les végétaux, les espaces naturels, les animaux ne sont qu'une ressource, mais les gens aussi ne sont finalement qu'envisagés sous forme de rapports d'employé-employeur, des rapports de domination, quoi. Tu vois. Et c'est quelque chose, moi, qui m'a toujours posé question, c'est-à-dire qu'est-ce que l'abondance de l'argent peut faire, de quelle manière cette abondance d'argent peut influencer le regard qu'on a sur les gens et sur le monde. Voilà. Ce qui est étonnant, c'est que ce sont souvent des gens qui sont parfaitement conscients des enjeux climatiques, du dérèglement climatique par exemple, qui tiennent parfois des grands discours humanistes, mais qui, dans les faits, ne se sentent pas réellement concernés. C'est-à-dire que ce n'est pas suivi par des actes. Ce n'est pas parce qu'ils sont conscients du réchauffement qu'ils ne vont pas partir à Ibiza 12 fois sur l'année et puis faire du ski dans les Rocheuses aux États-Unis. Voilà. Ce n'est pas à eux de faire l'effort, parce que l'argent les met un peu en dehors des problématiques classiques. Et puis, ce sont aussi souvent des gens qui sont les grands bénéficiaires de la socioculture. Et étant les grands bénéficiaires de la socioculture, ils ne la remettent pas en cause. En ça, on peut dire que c'est des gens qui sont très conservateurs. Et du fait qu'ils sont très conservateurs, ils envisagent aussi beaucoup le monde sous forme de clichés, de stéréotypes. Voilà. Ils ne remettent pas forcément en cause la vision qu'ils ont du monde. Et donc effectivement, ils peuvent avoir sur le monde des fois des visions qui sont, ça va été relevé par certains, assez racistes, assez stéréotypées sur le manque d'éducation des employés de maison, des choses comme ça, etc. Maintenant, évidemment, le but de l'opération, il y a une phrase qui a été dite par un écrivain français oublié, qui était un pataphysicien des années 30, qui disait « On ne fait pas de bonne littérature avec des bons sentiments ». Et effectivement, mes personnages, ils n'ont pas de bons sentiments. Ils sont détestables, comme tu l'as relevé. Et c'est fait, je pense, c'est fait exprès. C'est fait exprès parce que je voulais un arc dramatique à ces personnages. Je voulais montrer de quelle manière... je voulais montrer, ça on peut en reparler après, parce que ce qui est voulu, intentionnel au départ de l'écriture, c'est
on peut parler longtemps là-dessus, mais en tout cas, après avoir terminé ce livre, je me suis rendu compte que ce qui était intéressant, c'était l'arc dramatique des personnages. Et je crois que ça, c'est un peu le cas dans toutes les histoires. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de quelle manière un personnage est amené à changer. Voilà. Et souvent, de quelle manière un personnage est amené à changer à travers les épreuves qu'il vit. Et donc, j'avais envie de personnages, en fait, effectivement, tout à fait englués dans leurs stéréotypes, dans leur conditionnement, dans le regard très biaisé, très partiel qu'ils ont sur le monde, et comment le fait de les priver progressivement de tout ce qu'ils ont, d'abord le rapport au monde, parce que le monde a disparu, et puis le rapport de suggestion des employés de maison, parce qu'il n'y a plus de salariat, il n'y a plus d'argent, et puis les priver des films et des bandes dessinées, de la musique, etc. Donc les ramener à leur ennui pur, et puis les priver de leur confort. Comment tout ça allait finir par, au terme d'épreuves vraiment compliquées, à les amener à peut-être switcher de regard, et à ne plus considérer que leur environnement n'est qu'une ressource, mais qu'ils vivent dans la nature d'égal à égal. Voilà, avec ce qui reste de cette île. Voilà. Et réenvisager la possibilité de l'existence d'un rapport humain sympathique et bienheureux. Voilà. Parce qu'au début de l'histoire, ils sont détestables et personne ne se parle. Hein, tu vois, vous voyez. Ils s'évitent, ils se méprisent, ils se détestent, ils ne se supportent plus, etc., etc. Donc il a fallu aussi imaginer une histoire qui leur permette de retrouver un petit peu le sens du rapport humain. Voilà. C'était une longue réponse, non? Ouais, je sais pas. Voilà. Je réponds à votre question? Tout à fait. Ok. Simplement pour poursuivre sur le sujet, parce qu'effectivement, dans les discussions qu'on a pu avoir avec certains étudiants, il ressortait effectivement ce caractère tout à fait détestable. Alors, il se trouve aussi qu'au moment où on en discutait, on n'avait pas tous fini encore le livre, donc on n'était pas arrivé au bout nécessairement de cet arc, et l'évolution dont vous parlez. Alors peut-être que switcher c'est un peu fort, parce que ils deviennent pas non plus ils chantent pas Kumbaya en se tenant par la main non plus, hein, mais peut-être que ça arrive plus tard. Mais simplement, moi je me posais une question en lisant le livre, c'est que bien souvent la littérature se plaît aussi à exercer un pouvoir qui est de prendre des personnages qui seraient détestables et que la littérature va nous faire aimer. Alors après, c'est la grande littérature des hors-la-loi, des outfits, etc. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça fait pour un écrivain de passer, je ne sais pas, 1 an avec des personnages qu'il ne peut pas aimer, ou en tout cas avec lesquels vous êtes quand même assez féroce? Parce que c'est particulier comme expérience d'écriture. Ouais, alors ça c'est marrant parce que je réfléchis, je ne sais pas pourquoi j'aime ce genre de personnage. Et je ne sais même pas pourquoi ces personnages-là me sont venus. J'ai peut-être que les héros m'ennuient. Voilà. Effectivement, dans ce que vous décrivez, les hors-la-loi, etc., souvent c'est un peu alors des gens dont on va expliquer la backstory, qui va permettre d'expliquer comment ils sont devenus mauvais alors qu'à la base ils étaient tellement sympas, et comment ils redeviennent tellement sympas, ou alors c'est des espèces de Robin des Bois qui font des mauvaises choses pour aider les pauvres, etc. J'aime bien une littérature qui va dans des zones un peu obscures de l'esprit et qui dévoile des aspects, nos aspects communs, qui ne sont pas forcément nos aspects les plus glorieux. Je pense pas qu'on soit... je pense qu'on a tous en nous comme ça des espèces de considération sur le monde, sur les gens, qui ne sont pas forcément très chouettes. Et alors c'est des choses qu'on tait entre nous, et c'est des choses qu'on ne met pas forcément en scène dans la littérature, au cinéma. J'aime bien que mes personnages soient surprenants pour ça. Voilà. Y a
une chouette phrase dans un livre merveilleux qui est le cours de littérature, les cours de littérature que donnait Nabokov. Voilà, il était prof de littérature. Et dans l'introduction de ce cours de littérature, il disait ne pas aimer les livres qui donnent au lecteur la possibilité de retrouver ses propres idées sous d'élégants déguisements. Voilà, retrouver ses propres idées sous d'élégants déguisements. C'est, pour reprendre une autre formule, c'est ce qu'on pourrait appeler la littérature de confirmation. Voilà, où on retrouve un petit peu tout ce qu'on pense sur les gens, comment les gens se comportent, comment voilà, la vérité sont dans la bouche des enfants, les chiens sont indépendants, sont fidèles, les chats sont indépendants, et ceci, voilà. Et j'aime bien faire des littératures qui surprend dans ce sens-là, donner à voir, à découvrir des personnages qui nous sont complètement différents, qui nous ressemblent un peu par leurs aspects un peu médiocres, mesquins, égoïstes, mais qui sont des aspects qu'on a aussi en nous, en fait. On est aussi comme ça. Par moments dans nos vies, on est médiocre, mesquin, égoïste, peureux, lâche, etc., etc. Et ça fait une bonne matière littéraire. Voilà, ça fait une bonne matière littéraire parce qu'en fait, elle est inattendue, elle est surprenante, les mécanismes de ces mauvais sentiments sont passionnants à analyser. Les mécanismes de l'évolution de ces mauvais sentiments sont passionnants à analyser. Et que j'aime bien l'idée d'avoir des anti-héros, mais des vrais anti-héros, parce quelquefois on dit que Gaston Lagaffe est un anti-héros, mais il est vachement sympa, Gaston Lagaffe. Voilà, j'aime bien avoir des personnages comme ça, et quand même permettre aux lecteurs, aux lectrices, de rentrer, si possible, dans l'esprit de ces personnages, et d'accompagner, avec les mauvais sentiments qui sont les leurs, leur cheminement. Voilà, je trouve ça un travail intéressant. Et peut-être que les livres que je lis sont des livres qui me plaisent ou qui me touchent ou qui me restent, sont des livres avec des personnages qui sont quelquefois obscurs. Là, j'ai commencé, peut-être que vous le connaissez, un classique de la littérature allemande, Les désarrois de l'élève Törles, Robert Musil. Et il n'est pas sympa, cet élève Törles. Il est un peu médiocre. On ne sait pas, on ne comprend pas très bien ce qu'il fait, ce qu'il veut. Et pourtant, c'est une littérature qui vous touche, mais d'une manière incroyable. Parce qu'on le suit comme ça, à la surface des choses, et puis on s'enfonce progressivement dans son inadaptation scolaire, dans sa médiocrité, dans ses jeux cruels avec ses camarades. Et en fait, en rentrant dans l'obscurité de cet esprit, il y a quelque chose d'assez universel qui nous relie à l'obscurité commune de tous les esprits. Et en fait, quelque chose de beaucoup plus honnête là-dedans que dans une littérature plus... je le dis parce que j'ai écrit un roman qui s'appelait comme ça, Feel Good. Voilà. Et que ça, c'est une littérature qui me fait peur, en fait, la littérature Feel Good. Parce que... pourquoi ? Parce que je trouve que c'est vraiment ça, par contre, une littérature... je ne vais pas dire dangereuse, parce que ce n'est pas dangereux, mais très conservatrice, en fait, dans les valeurs qu'elle véhicule, dans sa non-dénonciation, finalement, des injustices profondes, et dans sa volonté de conserver des modes de fonctionnement profondément injustes. Ça, je pourrais revenir aussi. Voilà. Ou même dans d'autres classiques de la littérature, quand vous lisez... Madame Bovary, elle est un peu... elle n'est pas extraordinaire, quoi. C'est pas une grande... Et pourtant, c'est tellement passionnant de rentrer dans son esprit. Quand vous lisez Le journal d'une femme de chambre, comment s'appelle l'auteur de... Octave Mirbeau. Voilà, je vois que je suis dans une fac de lettres. C'était pour tester. C'est tellement tout pourri ce qui se passe dans sa tête, et pourtant, c'est un des plus grands textes que j'ai lu dans ma vie, quoi. Comment elle manipule, comment elle est piégée par son désir, et puis comment elle sait très bien que le mec dont elle est amoureuse est une espèce de tueur en série, mais qu'elle s'en fiche quand même. C'est extraordinaire. Même lorsque vous lisez, je sais pas, Le Comte de Monte Cristo, le mec au départ c'est un héros, tout ça, mais il fait des trucs horribles après dans sa vengeance, tellement horribles qu'il se dit mais qu'est-ce que j'ai fait, Voilà. Donc j'aime ces esprits complexes, détestables par plein de côtés et formidables par d'autres, des gens qui sont en fait des gens complets, c'est-à-dire des gens
oui, qui sont pétris de stéréotypes, comme nous, qui ont des côtés courageux, comme nous, des côtés médiocres, comme nous. Voilà, des personnages complexes. Je pense que une des très belles fonctions de la littérature, c'est de nous donner accès à des esprits comme ça, à des esprits complexes, pas des esprits formatés, pas des esprits simplifiés, pas des esprits inexistants, parce que je pense que ces héros parfaits qu'on nous donne à voir, à lire quelquefois, ça n'existe pas. C'est des projections théoriques de ce qu'on voudrait que soit l'être humain, mais qui n'est pas comme ça. Voilà. J'aime avoir accès, moi, en tant que lecteur, à des esprits complexes, parce que je sens que c'est ça qui m'enrichit, moi. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Voilà. Bonjour. Bonjour. J'ai resté un peu sur les personnages, mais plus sur l'angle de la narration. Vous avez fait le choix de diviser selon les 4 personnages principaux. J'avais 2 questions. D'abord, est-ce que cette idée a été présente dès le départ pour vous? Et ensuite, est-ce que vous aviez au départ peut-être l'idée d'intégrer aussi Ida et Marco dans la partie qui se passe 4 ans plus tôt? Ou est-ce que dès le départ, vous avez choisi que ce serait centré sur seulement les 4 personnages? Ouais, bonne question. C'est-à-dire, c'est une bonne question parce qu'elle renvoie vraiment à la mécanique de l'élaboration d'un roman. Et en fait, je pense que, évidemment, l'élaboration d'un objet littéraire, c'est de la création artistique. Et donc, je pense que, comme dans toute forme de création artistique, le rôle de l'intuition est très présent. Alors c'est particulier parce qu'effectivement on vit dans un monde où tout est rationnel, hein, tout est organisé, rationnel, les journées, les horaires, le travail, le rapport aux choses et aux gens, tout ça est rationnel, alors que la création artistique, il y a assez peu de rationalité, on est vraiment dans l'intuition, c'est-à-dire qu'on fait les choses en fonction de ce qui nous semble juste pour des raisons très obscures, c'est-à-dire ce qui nous semble fonctionner. Voilà, je fais ça parce que j'ai l'impression que ça fonctionne bien, ce qui fonctionne, c'est-à-dire qu'est-ce qui va permettre à mon lecteur, à ma lectrice de rentrer progressivement dans mon histoire. Et donc quand j'ai commencé le roman, vraiment au tout début, j'avais juste le point de vue de... J'ai vraiment écrit le roman chronologiquement. J'avais la situation, j'avais l'idée de cette dernière famille du monde sur cette île confortable où toutes les conditions matérielles de la survie sont remplies. Mais pas les conditions humaines, en tout cas, là, elles ne sont pas remplies du tout. J'avais vaguement ça, et puis j'ai commencé à écrire, premier chapitre, Fred, et puis en arrivant à la fin, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de switcher dans le point de vue de son épouse, Hélène. Alors j'ai écrit un 2e chapitre comme ça. Et puis à la fin, je me suis dit, tiens, ça serait bien d'avoir le point de vue de Jeanne, et puis le point de vue d'Alexandre. Et j'ai fait ça vraiment parce que une des choses les plus passionnantes et les plus extraordinaires, en tout cas en tant qu'auteur, et de nouveau en parlant avec mes collègues auteurs, autrices, en Belgique, on a la chance d'avoir un milieu littéraire qui est très convivial comme ça. Je ne sais pas si c'est la même chose en France, peut-être que si. Mais je pense que les enjeux financiers, tout ça, sont moins élevés en Belgique, donc on est plus une bande de copains, de copines, et donc on se voit pas mal. Et un des grands plaisirs, donc, c'est l'élaboration des personnages. Quand je dis l'élaboration des personnages, ça peut sembler encore un terme qui n'est pas juste, parce que élaborer, ça a l'air quelque chose d'assez organisé, mais c'est plutôt laisser les personnages grandir en vous et parler à travers eux. Voilà, ça c'est un des grands plaisirs de l'écriture, c'est-à-dire c'est cette chose qui est tellement étrange, qui est le temps de la rédaction d'un texte, devenir quelqu'un d'autre que soi-même. Voilà, essayer d'oublier un petit peu qui on est soi-même, ce vieux type aux cheveux frisés que je suis, et devenir Hélène ou Jeanne ou Fred, etc. Voilà. Et c'est intéressant parce que ça permet aux mauvais sentiments de ces personnages de s'imposer en vous quelquefois. Je me rends compte qu'en étant Fred ou Jeanne ou Hélène, je deviens quelqu'un qui n'est pas forcément le temps de l'écriture sympathique, parce qu'il faut les laisser. Je pense que c'est vraiment un travail qui est proche du travail de comédien ou de comédienne. Tu vois que lorsque tu veux t'approprier un rôle, c'est laisser toute l'émotion d'une figure qui n'est pas toi s'imposer à toi. Voilà, te laisser gagner le temps de l'écriture par ces émotions-là. C'est ce qu'il y a de plus gai. Et donc, c'est ce que m'a permis de faire cette subdivision en chapitres. De chaque fois sortir d'un personnage, rentrer dans un autre. Évidemment, d'un point de vue
narratif, ça permet aussi de casser le rythme de la narration avec des petites techniques de cliffhanger à la fin des chapitres pour essayer de maintenir évidemment le désir de lecture, le plaisir de lecture qui est, je trouve, assez central dans l'écriture d'un livre. La pire chose qu'on pourrait me dire, c'est je me suis ennuyé. Ça serait une critique très difficile à vivre. Maintenant, bon, peut-être que certains d'entre vous se sont ennuyés, mais ça serait... Voilà. Mais donc voilà, donc ça s'est organisé en fonction. Et puis, je me suis rendu compte que faire apparaître les personnages d'Ida et Marco, dans mon esprit, ils allaient être beaucoup plus secondaires initialement, mais que en induisant le fait qu'ils ne sont plus là, j'induisais un truc assez important en fait, qui était le pourquoi de leur disparition. Donc ça mettait une ligne de tension intéressante là dans l'histoire, et ça me permettait, en développant un peu plus Ida et Marco, de développer un peu plus cette idée de regard que ces gens très riches, très privilégiés peuvent avoir sur toute une partie de la population. C'est vraiment ce regard de propriétaire sur des êtres humains. Et donc j'avais aussi, toujours en écrivant, est apparue cette idée, avec l'élaboration des relations avec Ida et Marco, de faire un chapitre aujourd'hui, un chapitre de flashback 5 ans plus tôt, qui me permettait aussi d'expliquer la fin du monde, de partir un petit peu dans la vision du blogueur, de la blogueuse, etc., la disparition d'Ida et Marco, et puis de revenir au temps présent. Donc ça m'apparaissait comme une façon intéressante de marquer, de rythmer l'écriture du livre, toujours en se disant il faut, en fait, quand tu écris un roman, je pense qu'il y a beaucoup de manipulation, dans le bon sens du terme, de l'esprit des lecteurs et des lectrices, c'est-à-dire tu les entraînes dans quelque chose et tu espères qu'ils vont rester accrochés parce qu'ils sont intéressés par ce qui se passe, même si les personnages ne sont pas sympas, et qui sont soucieux du sort de ces personnages, et pour ça, il faut introduire un certain rythme, voilà, pour éviter que l'ennui, que la lassitude s'installe, etc., etc. Ça, je pourrais en parler longtemps, mais sinon, je vais être trop long. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ma question, elle concerne aussi le fait que, justement, vous ne preniez jamais la focale de Ida et Marco. Ah oui, ok. Alors, j'ai pas pris la focale d'Ida et Marco parce que je pense que ce qui m'intéressait, c'était la famille. La famille Hélène, Fred, Jeanne, Alexandre, que je considère presque comme un personnage à part entière. J'avais envie, je pense que ne pas prendre la focale d'Ida et Marco aussi me permettait de rendre encore plus cruelle leur disparition. Voilà. Ça aurait, à mon avis, si j'avais pris la focale d'Ida et Marco, ça aurait induit un déséquilibre, parce qu'il n'était du coup présent que dans cette deuxième partie, et je n'aurais pas pu avoir un arc dramatique complet. Donc il y a eu quelque chose de gratuit. Je crois que j'aurais rajouté de la matière qui aurait vraiment déséquilibré l'ensemble. Voilà. Mais de nouveau, tout ça se fait de manière très très artisanale et intuitive. Enfin, tu te dis, j'avance comme ça parce que j'ai l'impression que c'est juste, et c'est souvent pas du tout des décisions qui sont raisonnées et calculées comme un algorithme mathématique. Tu vois, tu te dis, j'ai l'impression que ça fonctionne. Tu goûtes un peu, tu te dis, ok, il y a assez de sel, assez de poivre, assez d'air de Provence, c'est bon. Et puis voilà, tu n'es jamais certain d'avoir fait le bon choix. T'espères, mais tu n'es jamais certain. Si je peux me permettre, juste pour enchaîner sur Ida et Marco encore, tu disais que tu avais écrit dans l'ordre, quoi. Et donc dès le premier chapitre, on sait en tout cas qu'ils ont disparu, on sait qu'il y a un événement, on sait qu'ils ont été là et qu'ils ne sont plus. On sait qu'ils ont été là et qu'ils ne sont plus là, donc dès le premier chapitre, on est tous conscients de leur disparition, qu'il y a un événement, tous les personnages parlent de... Enfin, je ne sais plus comment ils le disent, mais en tout cas, ils ne veulent pas se souvenir de la nuit fatale, etc. Est-ce que... donc on le sait, donc on attend d'en savoir plus, mais on sait très bien que ça s'est mal passé, et au vu des personnages, on imagine tout de suite le pire. Est-ce que c'est aussi la trace
d'un processus d'écriture où soi-même, quand on écrit, cette scène-là, on n'a pas très envie de la faire. On sait qu'il va falloir la faire, la scène du meurtre nocturne, mais que c'est une scène qu'on se retarde à soi-même, quoi, ou pas, quoi. Non, alors c'est pas parce que c'est une scène dure qu'elle est pénible à écrire. C'est même, d'ailleurs, plutôt, c'est typiquement des scènes, entre guillemets, d'action qui sont faciles à écrire. Ce qui est très compliqué, par contre, c'est d'amener l'espèce de folie qui monte progressivement dans l'esprit de Fred. Voilà, c'est la mécanique de la folie. Quels seront les petits événements, les petits détails qui vont le conduire à faire ça? Les scènes d'action comme ça, en réalité, ce sont les plus simples à écrire. La scène de fin avec l'incendie... vous avez tous lu, donc voilà. Bouchez-vous les oreilles. Ou alors vous ne lirez pas. Enfin bref, la scène de fin était facile à écrire. Tout ce qui est compliqué, en fait, c'est essayer de rendre compte de la vie intérieure des personnages. Voilà, ça c'est plus compliqué. Ce qui est compliqué, ce qui est vraiment compliqué, c'est... Ce qui est vraiment compliqué, et c'est par conséquent, à mon avis, la chose la plus intéressante aussi, c'est finalement, c'est pas le scénario, c'est pas essayer de comprendre la succession d'événements et puis d'écrire comment les événements se passent. Ça, c'est une écriture qui est relativement accessible, simple. Ce qui est compliqué, c'est parvenir à un niveau d'évocation littéraire, un niveau de qualité, pour employer un bête mot un peu marketing, hein, voilà, littéraire suffisant. C'est-à-dire que cette histoire qu'on écrit en réalité, le sujet finalement est presque secondaire. Ce qui est intéressant, c'est que ce sujet va être le réceptacle où vous pourrez loger votre recherche d'écriture. Voilà. D'un point de vue vraiment très fondamental, hein, c'est pour reprendre... j'aime bien lire quelquefois ce que disent les auteurs de leur écriture, donc il y a aussi un très beau... Après les cours d'écriture de Nabokov, il y a les cours de littérature qui s'appellent les cours de poétique qu'a donné Paul Valéry au Collège de France. Et donc c'est intéressant comme il parle de ça, ce niveau très très fondamental de l'écriture, c'est à ça que sert l'histoire, c'est à travailler une écriture qui, derrière la modestie du média, quelques phrases sur du papier, quelque chose vraiment de simplissime, peut avoir, on l'espère, un effet important dans l'esprit des lecteurs et des lectrices. Comment va s'établir cette suspension momentanée de l'incrédulité, comme on dit? Comment va s'établir cet effet de réel? Comment les personnages vont apparaître comme des vrais personnages? Comment des personnages qui n'existent pas vont être détestables, vont devenir détestables? Voilà, ça c'est intéressant. Et ça c'est l'écriture littéraire, voilà, qui le fait, la vraie recherche d'écriture littéraire. Et c'est encore plus intéressant comme sujet, parce que c'est ce qui fait la différence entre un roman et le cinéma, entre un roman et le théâtre, entre un roman et la bande dessinée. C'est ce qui fait sa singularité, c'est comment fonctionne l'écriture littéraire. Voilà. Je ne sais plus du tout la question. Non, c'est si on se retardait à soi-même certaines scènes. Comme ah oui, non, voilà. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non. Voilà. Il faut juste que je retrouve. Excusez-moi. J'ai remarqué que vous citiez beaucoup. Mais du coup, principalement, qui sont vos inspirations? Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça des inspirations, mais effectivement, c'est des auteurs, des autrices qui me plaisent. Ça peut être... c'est compliqué. Il y a tellement... chaque fois qu'il m'arrive de lire un roman qui me plaît, ça me stimule pour écrire. Des fois, tu perds un peu le goût, l'envie, le désir d'écriture. Tu perds un peu ce fil émotionnel qui te relie à cette forme particulière d'expression. Et puis, quelquefois, le fait de lire un grand texte qui te touche fort,
Enfin, un texte qui te touche fort, c'est quelque chose qui peut te donner l'envie d'écrire à ton tour, de réécrire à ton tour. Bah, par exemple, là je parlais des désarrois de l'élève Turles. Je ne sais pas si c'est une source d'inspiration, mais c'est quelque chose, quand je lis ça, je me dis, waouh, c'est possible de faire un truc comme ça. C'est tellement inattendu, tellement surprenant, tellement profond. J'ai lu, il y a quelques années, un tout petit texte de Marguerite Duras sur l'écriture qui s'appelle « Écrire ». J'imagine que vous l'avez peut-être tous lu. Voilà, c'est 20 pages, et puis c'est 20 pages qui sont tellement denses, tellement justes. À la fois, on ne comprend pas tout, et on sait que ce n'est pas grave de ne pas tout comprendre, parce que même, on sent que c'est au-delà de l'intellect. Il y a quelque chose, voilà, elle emploie le mot, l'écriture qui s'incruste dans la pensée, hein, et ça c'est gai aussi. C'est pas la pensée qui sert à décrypter l'écriture, c'est une écriture qui est en deçà, qui s'incruste dans la pensée. Voilà, quand Marguerite Duras dit un truc pareil, on se dit, wow, ça c'est bien. C'est ce que dit aussi voilà, Nabokov quand il parle d'écriture. Hein, la littérature, c'est pas quelque chose qu'on sent avec le cœur, c'est quelque chose qu'on sent avec la moelle épinière. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui a un rapport avec le système nerveux, quoi. Alors ça peut être des univers bizarres, étranges. Je ne sais pas si parmi vous quelqu'un connaît cette nouvelliste japonaise qui s'appelle Yoko Ogawa. Yoko Ogawa, elle a écrit beaucoup de petits romans très étranges, très bizarres, dont une petite trilogie merveilleuse qui s'appelle La piscine, la grossesse, les abeilles. Une petite nouvelle qui s'appelle La piscine, un personnage détestable d'une gamine qui est la seule, elle vit dans un orphelinat, mais c'est la seule qui n'est pas orpheline parce que ses parents sont propriétaires de l'orphelinat. Et elle est fascinée par le corps d'un jeune homme qui plonge. Alors on sent qu'elle est pleine de désir pour ce jeune homme, mais qu'elle n'approchera absolument jamais. Et parallèlement à ça, elle maltraite une toute petite fille qui doit avoir 2-3 ans, de la pire des manières. C'est un récit d'une cruauté, d'une force incroyable. Comment elle décrit la cruauté et des émotions négatives qui s'emparent de cette jeune fille, c'est vraiment merveilleux. Voilà. Ça peut être la manière dont est rendu l'esprit de Madame Bovary, mais ça peut être aussi certains romans, ça peut être certains romans de science-fiction, parce que là, je suis en train de lire c'est pas une trilogie, donc c'est une duologie, s'il y a 2 tomes, je sais pas, d'une autrice afro-américaine précurstrice de ce qu'on appelle l'afrofuturisme, qui est la manière dont des Afro-Américains ou des Africains d'origine peuvent s'emparer de la science-fiction. Et c'est un truc vraiment génial parce que c'est la manière dont l'Afrique peut s'envisager un avenir technologique. Voilà, ce qui est plutôt un truc de blanc a priori. Et Octavia Butler a écrit, elle s'appelle Octavia Butler, a écrit donc 2 grands tomes, enfin beaucoup de romans, mais ça c'est 2 tomes, La parabole du semeur et La parabole des talents, et c'est extraordinaire. Voilà. Et on se dit, on peut faire un grand truc comme ça, elle est morte maintenant, Octavia Butler, et c'est marrant parce qu'elle n'est pas du tout connue, ou très peu connue dans le monde francophone, alors que dans le monde anglo-saxon, c'est une espèce de star et de référent pour beaucoup de monde. Lisez Octavia Butler. Liane Sand de Octavia Butler qui décrit comment une jeune américaine noire se retrouve à intervalles réguliers projetée dans l'esprit de son arrière-grand-père qui était blanc, qui a donc violé une esclave au temps de l'esclavage américain, et comment elle se retrouve dans ces 2 points de vue. Voilà, c'est passionnant. Et là aussi, on a un personnage détestable qui est ce personnage de propriétaire d'esclaves dans des plantations de coton aux États-Unis, tu vois. Et voilà, je vais arrêter là parce que j'ai plein de gens comme ça où je me dis, c'est des choses qui te stimulent parce que c'est des choses qui te rappellent de l'extraordinaire puissance de la fiction littéraire. Voilà. Non seulement de la puissance, mais aussi de la nécessité de la fiction littéraire. Que c'est passionnant de s'ouvrir sans arrêt à d'autres voix, d'autres points de vue, d'autres regards, que ça encourage, que ça nourrit
notre empathie, notre altérité, et donc finalement notre capacité à vivre dans une société diverse, multiple et variée. Voilà. Du coup, j'avais une question qui est plus, enfin, je veux dire plus terre à terre, quoi, qui concerne l'édition. Est-ce que le roman a été tout de suite accepté, enfin le manuscrit envoyé accepté tel quel, ou est-ce qu'il y a eu des modifications demandées par l'éditeur ou des allers-retours comme ça? Ok. Ben, moi j'aime bien les questions terre à terre. Hein. C'est aussi les questions intéressantes parce que c'est des questions qui parlent vraiment du métier proprement dit. Alors, moi j'ai de la chance d'être au Diable Vauvert depuis maintenant 22 ans. Diable Vauvert, c'est une éditrice formidable qui s'appelle Marion Mazoric. C'est une maison d'édition, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui est une maison d'édition indépendante, c'est important. Donc, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas partie d'un grand groupe industriel. Maison indépendante qui se trouve loin du centre littéraire traditionnel qui est Paris. Ça se trouve en Camargue. J'ai avec Marion Mazoric maintenant depuis 20 ans vraiment des relations d'amitié, de confiance totale. Alors moi je travaille depuis toujours d'une manière un peu particulière, c'est-à-dire que très rapidement j'ai envie de montrer ce que je fais, je suis impatient, et je ne montre pas forcément ça à mon éditrice. J'ai autour de moi des amis, qui peuvent être auteurs, autrices, ou qui sont des amis, qui sont des gens qui sont proches, à qui je montre très rapidement ce que je fais et avec qui je discute. J'aime bien sentir s'ils apprécient les pages que j'ai envoyées ou si au contraire ils s'ennuient. Ils peuvent me donner des idées de scénario, des idées de « Ah tiens, et si ton personnage, et si soudain… et voilà. Et c'est… voilà, je n'ai pas forcément une idée de l'auteur travaillant seul et puis cheminant tout à fait seul dans son manuscrit, puis l'envoyant à sa maison d'édition qui fera ensuite des retours. Donc en fait, vu que j'envoie tout au long de l'écriture des morceaux à mon éditrice, comme à plein de gens, ce que j'envoie en fait est déjà assez abouti, même voire complètement abouti. Et au terme du travail d'écriture, je n'ai pas une remarque qui me dit on va retravailler ceci ou cela. Donc généralement, je retravaille très peu de choses. Je retravaille par contre énormément l'orthographe. C'est-à-dire que j'ai un léger handicap, c'est-à-dire que je suis complètement un peu dyslexique et complètement dysorthographique. C'est-à-dire que, hélas, cette particularité m'a conduit à avoir un cheminement scolaire très compliqué, c'est-à-dire qu'on m'a mis dans ce qu'on appelle en Belgique l'enseignement spécial, c'est-à-dire que ce n'est pas l'enseignement où vous allez tous, c'est vraiment avec des enfants tous très étranges. Et je fais encore aujourd'hui beaucoup de fautes d'orthographe, ce qui me contraint aussi de faire intervenir pendant l'écriture des professionnels de la correction. Donc j'ai évidemment le petit programme Antidote que vous connaissez peut-être, mais que je fais bugger à chaque fois. Et donc voilà, donc j'ai beaucoup en fait de retravailler à ce niveau-là. Ce qui fait que quand j'envoie le manuscrit généralement final, l'éditeur, l'éditrice a déjà lu quasi tout. C'est quelque chose que j'ai déjà mis longtemps à élaborer avec des discussions, avec les amis autour de moi. Et qui est déjà, pour une bonne part, nettoyé de ces fautes d'orthographe parce que je me suis offert, sur mon petit argent à moi, les services d'un correcteur professionnel. Voilà, parce que je sais que même après ça, il reste encore des fautes, quoi. Voilà, ça c'est vraiment d'un point de vue pratique. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais. Ce sera très bref, hein, le temps que j'arrive sur la fini. Parce que je connais mal votre carrière. Est-ce que certains mouvements ont été traduits? Oui. Cette expérience-là, oui, alors il y a eu beaucoup de traductions. Alors j'ai eu vraiment beaucoup de traductions, quelquefois des traductions vraiment étranges, ou dans des langues qui sont vraiment le coréen, le bulgare, le tchèque. J'ai eu beaucoup de traductions en tchèque.
J'ai un peu eu toutes les langues sauf l'anglais. Certaines traductions se sont quelquefois brutalement arrêtées pour vraiment des raisons commerciales. Par exemple, j'avais une grande maison allemande qui me traduisait, qui s'appelle DTV. Mais ils ont arrêté parce qu'ils considéraient que je faisais trop de l'experimental fiction, comme ils disent. Voilà, je ne trouve pas ça très expérimental, mais... Voilà, et eux préfèrent les romans moins expérimentaux. Mais voilà. Mais donc j'ai eu beaucoup de traductions et c'est toujours une expérience intéressante parce que je me demande d'abord, je suis incapable d'évaluer la qualité, donc c'est peut-être très très mal traduit ou très bien, j'en sais rien. Et puis comment dans des sociocultures très différentes, par exemple j'ai un recueil de nouvelles qui a été traduit en chinois. Je ne sais pas comment le lecteur chinois peut lire ces nouvelles qui sont pour certaines très référencées, mais bon, voilà. Justement, est-ce qu'il vous est arrivé de rencontrer du public, par exemple en République tchèque ou autre, et de voir comment, quel auteur vous êtes là-bas? Alors, en République tchèque, j'ai rencontré un peu, là j'ai eu la chance d'y aller, de faire des petites tournées. Je pense que le lecteur tchèque est très proche du lecteur francophone. Il est vraiment, il a des lectures qui sont très européennes. C'est un petit pays, donc il est très ouvert sur les traductions. Donc c'est quelqu'un qui va lire beaucoup d'auteurs francophones, allemands, anglais, etc. Un peu comme nous, quoi. J'ai eu la chance de faire des présentations en Italie aussi, même chose. Maintenant, c'est vrai que c'est peut-être toujours dans des milieux qui sont un peu lettrés, donc voilà. Bon, là, ça passait plutôt bien aussi. Maintenant, ça m'aurait intéressé de faire des rencontres dans des pays qui sont beaucoup plus différents, genre des rencontres en Corée, en Chine, en Russie, où j'ai eu des traductions. Comment c'est perçu là-bas? Je n'ai absolument... Alors, c'est amusant parce que j'ai eu une expérience bizarre comme ça en Chine. J'ai été, pour une traduction... rencontré, c'était avant le Covid, les voyages étaient plus faciles en Chine, invité par l'éditeur chinois qui avait racheté les droits d'un roman, qui est un roman que j'ai fait, là pour le coup, avec des personnages vraiment, vraiment plus détestables que ça encore. Il y avait une madame chinoise qui lisait des extraits dans la maison d'édition. Voilà, c'était assez étrange comme situation. Ils étaient dans ce nombre-là, tous des employés de la maison d'édition, avec un mec des services secrets qui venait un peu surveiller si on ne dit pas trop de conneries. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un malentendu incroyable parce qu'elle a commencé à lire. Alors elle a mis une musique ultra romantique pour accompagner la lecture, avec des projections de fleurs, des cerisiers jaunes, roses, comme ça. Et qu'en fait, mon livre passait vraiment pour une espèce de romance, quoi. Et je me suis dit, waouh, mais en fait c'est un truc... Moi, j'avais l'impression d'écrire un roman hyper dark. Et eux, on lit ça comme... Et alors, je me suis dit, ok, écoutez, merci beaucoup. Et c'était marrant. Mais quelquefois, donc, on sent qu'il y a des malentendus culturels, mais complets. Voilà. Mais sinon, je sais pas... Voilà. Vous êtes un auteur de romance. Un auteur de romance en Chine, voilà, peut-être que... Voilà. Mais ça me plaît d'imaginer ça comme ça. Je suis. Alors, du coup, la question que je vais vous poser, elle n'est pas de moi, elle est de Chloé qui n'a pas pu venir. Comment est-ce que vous êtes allé jusqu'au bout de votre roman? Comment est-ce qu'on termine un roman? Parce que, d'expérience personnelle, j'ai 40 brouillons dans mon ordinateur, mais je ne suis jamais allée au bout d'un roman. Comment on fait? Alors, merci Chloé qui n'est pas là d'avoir posé cette question. C'est une question qui est vraiment passionnante. C'est une question qui est passionnante parce que, de nouveau, comme je vous l'ai dit, je parle avec mes collègues auteurs, autrices belges pas mal. Et généralement, il y a plusieurs moments dans l'écriture. Il y a le moment qui précède un tout petit peu l'écriture, qui est le moment de l'excitation et de l'enthousiasme, parce que tu as eu enfin... l'idée, le sujet, les personnages t'apparaissent comme des évidences et soudain tout te semble clair et donc tu sens que tu es prêt pour te lancer dans l'écriture et t'y vas. Et puis il y a le moment où t'y vas, c'est-à-dire le moment où, entre l'idée et le commencement de l'écriture, tu sens que ça va être moins facile que prévu.
si vous me donnez un instant, j'ai dans la poche de ma veste justement la citation de Maeterlinck qu'a mis Robert Musil au début de l'élève Turles, et ça traduit ça parfaitement. Regardez, vous allez voir. Spectacle, dynamisme. Voilà, je l'ai noté parce que c'est exactement ça. Hop, 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 hop. Voilà, alors ça c'est Maeterlinck qui dit « À peine exprimons-nous quelque chose qu'étrangement nous le dévaluons. Nous pensons avoir plongé au plus profond des abîmes, et quand nous revenons à la surface, la goutte d'eau ramenée à la pointe pâle de nos doigts ne ressemble plus à la mer dont elle provient. Nous nous figurons avoir découvert une mine de trésors inestimables, et la lumière du jour ne nous montre plus que des pierres fausses et des tessons de verre. Et le trésor inaltéré n'en continue pas moins à briller dans l'obscur. » C'est pas mal, hein? Prix Nobel, Maeterlinck. Voilà. Et voilà, je trouve ça très bien, ce premier instant de l'écriture, où on se dit, on va y aller, on y va, on commence à écrire, et c'est tellement moins bien que ce que tu voulais faire. Et tu te dis, mais pourquoi c'est moins bien? J'ai en moi toutes ces émotions, tout ce que je veux dire, toutes ces choses. Sur ma douche, je pense à des trucs, des phrases tellement parfaites et tout, et je commence, et tu as cette espèce de sentiment de glaciation qui s'empare de toi. Tu te dis, c'est nul, c'est nul. Et là, il ne faut pas lâcher le truc, quoi. Il faut avancer quand même, et en fait, tu ne vas pas avancer joyeusement dans un champ de fleurs, mais en fait, tu vas ramper dans une tranchée de boue froide jusqu'à la fin. Et tu vas quand même réussir à avancer, et tu vas toujours te prendre un mur de mort à la page 20. Ça, c'est la page 20, c'est la page 20-25, comme ça. Tout le monde avance. T'as élaboré tes personnages, t'as fait tes premières scènes, c'était chouette, etc. Et tu te dis, ok, et maintenant, et tu sais plus du tout comment avancer. Et c'est souvent le moment où ton truc, tu le mets dans un tiroir, à page 20, page 30, tu te dis, merde. Et tu dis, j'en serais pas capable. Si je suis coincé maintenant, c'est que mon idée n'était pas bonne, c'est que je suis pas prêt pour le faire, et voilà. Et c'est vraiment le moment où il faut pas désespérer, où il faut faire comme Rocky. Quand au 13e round, il tombe par terre et qu'il n'y a plus rien, il n'a plus rien dans les mains, il n'a plus rien dans le corps, il n'a plus de souffle, il est sonné, et il a envie d'abandonner parce que tout te dit abandonne. C'est pas pour toi, t'es pas à la hauteur, d'autres sont meilleurs que toi, c'est inutile, à quoi bon, etc. Tu as toutes ces petites voix qui sont là et qui te maintiennent la tête dans cette tranchée, et il faut leur dire non, je vais y aller, quoi. Je vais y aller, et tant pis. Je sais que c'est bête, que c'est fou, que le roman que je ferai ne sera pas à la hauteur du roman dont j'ai rêvé, mais je vais quand même aller jusqu'à la fin. Et en fait, il y a des moments où il faut accepter de faire des passages dont on n'est pas content, quitte à revenir après dessus. Parce que c'est des passages obligés pour passer au-delà de la page 30. Voilà. Et en fait, quelquefois, quand tu passes au-delà de la page 30, 40, tu te rends compte que tu prends une petite vitesse de croisière, c'est pas facile, hein, tu as des écueils tout le temps, tu as sans arrêt cette impression de ne pas être à la hauteur, que ce soit pas bon, hein, voilà, cette phrase de Maeterlinck, de ramener uniquement des tessons de verre, et que, que quelque chose continue à briller dans l'obscur, et que tu n'arrives pas à avoir accès à cette chose-là. Mais dis-toi que tu n'es pas seul. Tout le monde est comme ça, que l'image de l'auteur ou de l'autrice parfaitement inspirée qui écrit fiévreusement à la lumière de la chandelle pendant des nuits entières et qui ont des manuscrits merveilleux, en fait, ça n'existe pas. C'est vraiment un travail compliqué, quoi. C'est un travail compliqué, d'acharnement, d'épreuve, voilà. C'est pas douloureux comme quelquefois on voudrait nous le faire croire, hein, parce que c'est pas non plus l'usine de montage à la chaîne où ça c'est vraiment douloureux, mais c'est pas marrant, quoi. C'est très rarement. Il y a quelques moments, il y a quelques rares moments d'ivresse, mais peut-être que sur les 450 000 signes de Rocky, je les ai connus pendant 20 minutes, quoi. Le reste du temps, c'est du boulot. C'est du boulot.
Et c'est ça. Donc il faut comprendre, la balade va pas être marrante, la balade va être douloureuse, elle va être pénible, elle sera peut-être moins jolie que je ne le pensais, mais il faut que j'aille au bout. Et en fait, dans mon cas, il y a un truc qui m'aide, c'est que c'est devenu au fil du temps aussi, c'est comme ça que j'ai ma vie. Donc si je vais pas au bout, comment je vais payer mon loyer, mes courses et mes enfants, comment ils vont manger? C'est un truc qui stimule aussi, ça. Tu vois, pour se dire, il faut que j'y aille, quoi. Voilà. Est-ce que tu es passé au gueuloir? Alors, je le faisais au tout début. Et alors, ma première éditrice, c'était pas Diable Vauvert, c'était chez Julliard. Elle m'a dit cette phrase, elle m'a dit, lire ses propres textes à voix haute, c'est n'importe quoi. Si je prends un bon comédien, je lui file le bottin, ça va être formidable. Et depuis ce jour-là, je ne lis plus mes textes à voix haute. Non, parce qu'en fait, la lecture est faite pour être à voix basse, a priori. Ça peut être très bien à voix haute aussi, mais c'est autre chose, ça devient déjà autre chose. L'effet, en fait, l'effet littéraire, c'est un truc qui se fait dans le silence entre vous et le texte. Voilà. Et qu'il n'y a pas besoin, excuse-moi, Gustave Flaubert, de critiquer ta méthode de travail, mais je ne pense pas que ça soit nécessaire. Voilà. Dans une de vos interviews précédentes, vous avez cité la fameuse phrase « L'enfer, c'est les autres ». Et on sait que cette phrase elle est soumise à de nombreuses interprétations, fausses, vraies, peu importe. Pour vous, c'est quoi votre interprétation de cette phrase? Ouais, alors c'est vrai que cette phrase, je la reprenais dans l'interview pour un peu la retourner en disant pour la famille, c'est plutôt l'enfer, c'est sans les autres. Voilà. Alors, c'est compliqué parce que moi, je suis un très mauvais philosophe. C'est-à-dire que je suis assez mauvais pour faire de la philosophie, encore plus pour interpréter les phrases philosophiques des autres. Tu vois, je suis vraiment, je pense même que la littérature et la philosophie, c'est vraiment deux métiers qui n'ont rien à voir. Il y a un peu de confusion comme ça qui s'est établie, surtout peut-être dans le monde francophone où des philosophes se sont mis à écrire des romans ou des romanciers ont commencé à essayer de faire de la philosophie. Toujours un mélange un peu foireux, je pense. L'enfer, c'est les autres. Moi, je suis assez nul pour ça, donc je dirais, moi, je la prends pas d'un point de vue métaphorique, tu vois, je la prends d'un point de vue pied de la lettre. Les autres, c'est compliqué, c'est vrai. Les autres, c'est compliqué. C'est d'autant plus compliqué qu'on en a besoin. C'est pour ça que c'est compliqué. Parce qu'on n'en aurait pas besoin, on vivrait tout seul et très heureux. On a besoin des autres, mais alors les autres, il faut que ça ait forcément des fonctionnements intérieurs qui ne sont pas nécessairement les mêmes que nous, et donc qui vont venir un peu gripper nos fonctionnements à nous, et ben, c'est compliqué, parce que c'est toujours une négociation, c'est toujours des compromis, des concessions. On veut être aimé par les autres, mais ça nous oblige à nous adapter à eux, à les comprendre, à rentrer en écho avec eux. Alors, parfois c'est formidable, mais c'est compliqué. Alors, quelquefois, c'est des autres qu'on ne connaît même pas, parce que les autres, ça peut être un patron, ça peut être quelqu'un qui est assis à votre place dans le train, qui ne veut pas se lever. Voilà, c'est toutes ces contrariétés, voilà, qui sont profondément nécessaires à la vie en société, mais qui sont incroyablement infernales par moments. Voilà. Mais je suis un très mauvais lecteur de Sartre. Voilà. Voilà. Des fois, les autres, on les adore, et puis des fois, les autres, on les déteste, quoi. Donc c'est un peu l'enfer. Mais voilà, je sais, elle est nulle ma réponse, hein, mais c'est parce que, voilà, c'est tout ce que je peux te proposer. Voilà. Voilà. C'est pas si nul parce que ça ressemble quand même. Oh. Très surprenant. Parce que ça ressemble quand même furieusement à la structure de Rocky, c'est-à-dire que cette juxtaposition de personnages qui refusent, dans le chapitrage, qui refusent justement d'entrer en négociation les uns avec les autres et qui pensent qu'ils vont pouvoir être chacun un îlot sur une île et qui vont. À terme, d'ailleurs c'est le dernier chapitre, hein, c'est la famille, on voit bien que c'est quand même ça l'enjeu, c'est quelle négociation on va pouvoir trouver dans cette situation. Donc évidemment, la réponse est quand même très proche de la mise en œuvre du roman, me semble-t-il. C'est vrai, et je te remercie de l'avoir souligné.
Ah oui, oui. Et donc la rencontre se finit vers 16h30, bien de s'écarter. Comment est-ce que vous vous préparez pour ce genre de rencontre? Donc que ce soit avec des étudiants, avec de la presse, peu importe. Oui, c'est aussi une bonne question. Au tout début de ma vie d'auteur, j'écrivais des textes sans du tout savoir pourquoi et comment je les écrivais, un peu comme maintenant. Et j'arrivais dans les interviews sans aucune forme de préparation. C'est-à-dire que je me rappelle très bien que une de mes premières interviews, à une époque où vous étiez ni les uns, ni les unes, ni les autres nés, non, je te jure. 1993, t'étais pas né. Je répondais par oui et par non. Et alors, vous avez écrit ceci, oui. Et alors, ceci, cela, non. Et c'était affreux, parce que je sentais le malaise qui grandissait, et je ne savais pas du tout quoi dire. Et pourquoi alors je sais pas. Voilà. Et alors, avec le temps, j'ai appris à peut-être à développer une certaine forme de mauvaise foi. C'est-à-dire, je sais pertinemment que ce que j'ai écrit, je ne sais pas très bien pourquoi je l'ai écrit. Pourquoi est-ce que ce sujet-là m'a intéressé? J'en sais rien. Pourquoi mes personnages sont comme ça? En fait, j'en sais rien. Qu'est-ce que j'ai voulu dire? Alors ça, c'est... je vais encore citer... j'aime bien Kafka qui dit « Je déteste les métaphores ». Pas les métaphores au sens des images qu'il emploie dans les textes, mais au sens de ce que signifient ces textes. Alors, Monsieur Kafka, vous avez écrit un texte avec un homme changé en cafard. Bon, c'est déjà passé par un cafard, parce que vous voulez montrer l'épouvantable vie sociale et familiale qui est la vôtre. Bah non, j'ai voulu écrire l'histoire d'un mec qui s'est transformé en cafard. Je trouvais ça marrant. D'ailleurs, quand je disais ça à mes potes, ça me faisait marrer. C'est vrai, ils disaient ça, c'est le cas, ça me faisait marrer. C'est pas du tout des trucs plombants. Enfin, soit. Et donc, je me suis rendu compte que pour être prêt à des rencontres, pas forcément comme celle-ci, parce qu'ici, on a la chance d'avoir 1 heure ou 2 de rencontres, ce qui est génial, mais des rencontres, genre des interviews radio, où on a 4 minutes après les infos avec un journaliste qui va dire « Alors, c'est un roman survivaliste, alors pourquoi le survivalisme ?» Voilà, a priori, je suis incapable de répondre, mais je sais qu'on va me poser des questions comme ça sur des « pourquoi ?» tel sujet, question impossible a priori, et je réponds, je note des trucs à l'avance. Voilà, je me prépare avec des mots-clés. Et beaucoup de mes collègues auteurs, autrices font la même chose. Ils écrivent un peu comme ça, suivant leur intuition, des trucs qui leur paraissent justes et bons, etc. Et puis ils savent très bien qu'aux interviews très courtes de journalistes qu'on va avoir après, il y aura des questions sur pourquoi vous avez choisi tel sujet. Ça, c'est la question la plus bateau, tu vois. Et qu'on a des tas de réponses qui sont en fait pas honnêtes, parce que c'est pas ça, il n'y a pas de pourquoi. Et puis sinon, pour des rencontres plus longues comme ici, là on s'y prépare pas. Voilà, la preuve c'est que au tout début des rencontres avec les étudiantes, les étudiants, j'ai été déstabilisé par certaines remarques ou questions, et qu'il faut alors un certain temps pour métaboliser, se dire ah oui mais voilà, ça je pourrais dire ceci ou cela ou cela ou cela. Donc voilà, mais en fait il faut plusieurs semaines, voire plusieurs mois de rencontres, d'interviews pour pouvoir répondre de manière plus ou moins décente à des choses auxquelles, à la base, au moment où on travaille, on n'a pas de réponse du tout. Voilà. Ça mérite d'être honnête. On en a parlé, c'était vachement préparé à la fin. C'est une question qui ressemble un peu à celle de Chloé qui n'est pas là, mais il ne me semble pas que cette réponse ait été donnée. C'est à quel moment, comment tu sais que le roman il est terminé et que là c'est bon, j'arrête d'écrire ou je fais une belle phrase pour la fin et puis c'est fini et que ça se continuera pas. Voilà. Ouais, c'est aussi
C'est une bonne question, parce qu'il y a cette question du début qui est un tout petit peu vertigineux, comment tu commences, et puis il y a la question de la fin. De nouveau, dans ce cas-ci, par exemple, la fin de l'histoire m'est apparue assez tardivement. Vraiment, jusque pas trop loin du dernier chapitre, je ne savais pas du tout comment ça allait se terminer. C'est un moment un peu flippant, parce que tu te dis, ok, j'ai plus ou moins réussi à faire ce que je voulais jusque-là, mais si je termine pas ça bien, c'est naze, quoi. Et puis j'ai eu l'idée de la fin, en me disant, ah oui, ça c'est pas mal si ça se termine de cette manière-là, avec un propos, une scène, une atmosphère qui me plaît. Alors il reste à l'écrire. Et c'est difficile parce que j'ai l'impression que la fin, c'est la chose, évidemment, c'est le dernier petit goût qui reste sur le bout de la langue du lecteur ou de la lectrice, quoi. Donc c'est quelque chose d'important. Si c'est pas un goût intéressant ou si c'est pas un bon goût, ben, je risque de gâcher tout le reste. Donc je t'avoue que j'avance avec généralement plus de trac vers la fin que vers que je ne m'avance vers le début. Cette fin, j'ai chipoté pas mal sur ces dernières pages. Je me suis demandé, est-ce que je ferais pas plus long? Des descriptions plus longues de la vie d'après. Et là, je me suis dit, si j'ai fait plus long, je vais rajouter un peu trop de gras, en fait. Voilà. Je peux faire des jolies pages sur la vie d'après, mais est-ce que c'est nécessaire au récit? Est-ce que ça va venir déséquilibrer? Pourquoi je ferais joli? Pourquoi je ferais joli plus longuement? J'avais envie d'une atmosphère un peu jolie ou quelque chose de l'ordre quelque chose de plus naturel, de plus sensuel, tu vois, sur vraiment le rapport avec la nature, avec le climat, etc. Et ça me serait apparu comme quelque chose de gratuit, d'un peu poseur. Voilà, de faire... et moi, j'aime pas... je sens... Enfin, quelquefois, je sens quand un auteur ou une autrice un peu posé, tu vois, dit « là, je fais une jolie phrase. Tu as vu la jolie phrase que j'ai faite ?» Et des fois, ça m'énerve. Alors, voilà. Donc, j'ai fait cette fin qui est volontairement assez courte. Il s'est passé tout ça. Il va se passer encore des choses. Et j'aime me dire que là, je passe la main à l'esprit du lecteur ou de la lectrice. Imaginez ce que vous voulez. Et je voulais que tu... Voilà. Et puis, comme tu dis, j'ai fait ce qui m'apparaissait comme une jolie phrase. Mais c'est important, j'aime bien l'idée de faire une jolie phrase. D'ailleurs, il faudrait revenir sur la définition de ce que c'est qu'une jolie phrase. Une jolie phrase, c'est vachement complexe en fait. C'est quelque chose qui est plus qu'un joli mot au bon endroit. C'est pas une boule de Noël sur un sapin, quoi. C'est quelque chose qui doit un petit peu faire sens, quoi, dans l'esprit des gens. Je me suis dit, quand j'ai eu cette phrase-là et ces dernières scènes-là, j'ai dit, ok, c'est bon, touche plus à rien. Le roman est fini, celui-là, basta. Est-ce qu'il y en aura un autre après? J'en sais rien, on ne sait jamais. Parce que finalement, tout est toujours à réinventer, à recommencer quand tu te relances dans une écriture. Pour ça que l'idée d'une carrière littéraire, moi je ne comprends pas très bien le principe. Carrière, un truc où tu montes tes échelons, tu es à chaque fois payé plus, et puis à la fin tu as le bureau en haut de l'immeuble. Donc voilà, tu termines en te disant, ok, c'est peut-être le dernier point de la dernière phrase du dernier livre que j'aurais écrit, et puis peut-être qu'il y en aura d'autres après. En tout cas, je touche plus à rien. Ça tient juste en équilibre au sommet du petit monticule. Là. Voilà. Ça, comme réponse. Et justement, une fois que c'est terminé, que le livre existe, est-ce qu'on arrive à vraiment lâcher prise et on laisse ça de côté, ou est-ce qu'on a la pulsion de réécrire en se disant merde, c'est du tesson de bouteille? Et peut-être que. Du tesson de bouteille, ouais. Pourquoi j'y retournerai pas? Non, je lâche prise, complètement. C'est un moment de satisfaction profond d'avoir terminé l'épreuve, d'avoir terminé, d'être arrivé au bout d'encore un livre, de s'être prouvé à soi-même qu'on avait pu le faire encore une fois. Immédiatement après, il y a la terreur de se dire maintenant il faut que je le reprouve encore une fois.
mais on lâche prise. Mais maintenant, après l'écriture, évidemment, il y a tout ce qui va après. C'est-à-dire, on a envie que ce livre ait du succès, forcément. Si on veut être publié, c'est que on a envie de rencontrer des lecteurs et des lectrices, donc, et le plus grand nombre possible, donc qu'il ait du succès, et donc qu'on en parle, et donc qu'il y ait de la presse, et donc qu'il y ait des sélections dans des prix. Et donc tout ça, en fait, paradoxalement, alors que vous êtes déjà passé à autre chose, vous contraint à rester en contact. Voilà. Moi, je l'abandonnerais bien maintenant, ce livre. Mais voilà, j'ai la chance, parce que je pense que c'est une chance d'être sélectionné dans ce prix. Et donc, ça me contraint. Enfin, les rencontres, c'est un plaisir, mais ça me contraint en tout cas à accompagner cette histoire que, en fait, profondément, moi, j'ai abandonnée. Voilà. Justement, pour rebondir sur les prix, il y a eu quand même quelques-uns de carrière littéraire qui commencent à être loin. Merci. Justement, petite question en fait comme ça là sur donc les prix. Comment vous les recevez tout simplement parce que bon bah on n'est pas eu peut-être pour tous vos livres et puis là bon donc vous êtes donc sélectionné pour peut-être avoir celui du roman des étudiants donc comment vous le vivez tout simplement est-ce que c'est en fonction du jury ou je sais pas. Alors c'est une bonne question aussi parce que il est de bon ton chez les auteurs évidemment de dire peu importe les prix, je m'en fiche. C'est rarement vrai. Tous les auteurs que j'ai croisés sont toujours ravis, heureux, flattés par les prix, parce que les prix, c'est une forme de reconnaissance. C'est-à-dire qu'on est rarement sûr de son coup quand on fait un livre. Je connais, enfin oui, il y a peut-être quelques auteurs, autrices complètement psychopathes qui sont absolument certains que leur livre est un chef-d'œuvre, mais sinon, tu as quand même besoin de ça. C'est gai parce que c'est quand même une petite tape sur l'épaule qui te dit allez, c'était pas mal quand même ce que tu as fait. Alors ça fait un peu de bien. Alors maintenant, des prix, j'en ai pas eu tant que ça. En Belgique, j'en ai eu. En France, j'en ai eu un peu. J'ai jamais eu de grand prix. J'ai jamais eu de grand prix, peut-être parce que mes livres sont mauvais. J'ai jamais eu de grand prix aussi, je pense. Mais c'est horrible de dire ça parce que ça risque de passer pour une espèce d'excuse à 2 balles. Mais je suis publié au Diable Vauvert, qui est une maison indépendante de Camargue. Aller chercher des grands prix littéraires, hein, les quelques 3-4 grands prix littéraires, c'est un investissement pour l'éditeur en temps, en argent. C'est quelque chose qui demande des relations sociales d'une certaine nature. Ça demande d'être sur place. Les livres du Diable Vauvert ne sont pas lus par les jurés. Ils n'arrivent même pas sur les bureaux, tu vois. Donc je sais que le choix que j'ai fait en étant là, par exemple, c'est un choix de cœur, d'amitié, de conviction, mais c'est un choix qui rime aussi avec des renoncements importants. J'aimerais évidemment avoir le prix Goncourt. Qui n'aimerait pas avoir le prix Goncourt? D'abord parce que c'est une reconnaissance géniale, et puis parce que au niveau de l'argent, c'est quelque chose moi qui me mettrait à l'abri. Être à l'abri, ça veut dire que je dois après plus courir après l'argent et je peux écrire comme j'ai envie sans écrire d'autres choses qui m'intéressent moins juste parce que j'ai besoin de payer la fin du mois, quoi. Donc c'est toujours très important en fait. Même une sélection, c'est déjà important. C'est déjà important. Donc un prix, même un petit, tu vois, même un prix local, même un prix de bibliothécaire, même un prix comme ça, c'est important. Voilà. C'est parce que c'est toujours un encouragement, c'est toujours de la reconnaissance. Voilà. Et puis il y a des prix, voilà. Et ici, c'est un super prix parce que c'est le prix France Culture, qui est une super radio. Et c'est un prix compliqué. C'est un prix compliqué parce que c'est pas un prix de jury. C'est pas 5 personnes qui vont sélectionner des livres et qui vont. C'est un prix d'étudiants et d'étudiantes
et donc qui ont ce côté impitoyable des étudiants et des étudiantes, et c'est chouette, c'est pour ça que ça relève le niveau, et qui vont lire des livres qui leur sont imposés, qui n'ont pas choisi. Oui, voilà. Donc, ouais, c'est un cool prix, quoi. C'est un cool prix. Voilà, grand merci à toutes les questions, toutes les réponses, fort détaillées et bien préparées. Hein. Oui, mais alors chaque fois j'aimais bien la citation du Robert Musil, parce que je l'ai trouvé hier, et tout ça, c'est quand même vachement bon. Là, quand même, on voit qu'il y a de la préparation, quoi. Dans le téléphone. Mais on se doit à son public. Voilà. Merci beaucoup voilà, à toutes et tous, et puis on peut rester ici, hein, c'est pas une mise à la porte. Merci à vous d'avoir été là, malgré que vous avez peut-être mieux à faire. Donc, merci.